Salut les amis, voilà, je viens de faire quelques vidéos en anglais et je me dis mince, faut quand même que je les fasse un peu en français aussi. Pour mes amis, merci. Voilà, ça fait quelques jours maintenant que mon livre est sorti. Je l'ai mis où? Ouais, il est là. Euh, la vidéo peut-être à l'envers, mais sur les traces de Noé, voilà, mon étude. Merci en tout cas pour tous ceux qui l'ont lu. Et c'est disponible en fait sur Amazon. Voilà. Donc je viens de faire une vidéo en anglais par rapport à la, à l'archéologie biblique et par rapport à la chronologie biblique. Voilà. Alors, vite fait, pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors, c'est des thèmes en fait qui sont très développés dans le monde anglo-saxon et très peu développés dans le monde francophone. Parce qu'il y a peut-être pas beaucoup de personnes qui ont réfléchi à ça ou c'est pas forcément important. Je dis pas que c'est l'essentiel du tout, voilà, mais je peux vite fait vous dire un petit peu mes thèses un petit peu et mon travail dessus. C'est un peu une grosse question un peu de quand c'est l'histoire en fait, quand se sont passées les choses. Alors mon étude du coup elle est disponible même sur Academia, donc vous pouvez voir ça. Et donc, du coup, c'est raconté ici dans mon livre. En fait, finalement, je pense avoir retrouvé une théorie voilà, qui s'installe, en tout cas, et je pense avoir trouvé des traces de Noé donc, en Suisse, avant et après le déluge. Et ça, je pense pouvoir dire que en 3293 avant Jésus-Christ, le déluge s'est passé. Et j'ai pu aussi dater le moment en fait de l'histoire de Babel en fait, où le peuple, où tout le monde se sont rassemblés à un certain endroit, comme la Bible en parle, et finalement ils ont voulu construire une immense tour et Dieu a empêché ce projet-là et finalement a fait en sorte que les gens ne puissent pas se comprendre. Et là où apparu en fait, les langues qu'on connaît aujourd'hui. Alors, vous pouvez vous demander, mais comment j'ai pu dater ça? En fait, si vous voulez, il y a des... Bon, globalement, le déluge, j'ai pu dater ça parce que j'ai étudié les couches sédimentaires et des arbres qui ont poussé dans ces couches sédimentaires, qui ont été conservés dans de la tourbe. Et comme je savais l'âge de ces arbres-là, et comme je pense que les couches sédimentaires avec des dinosaures, des fossiles dedans, ben, sont le résultat du déluge, eh ben, j'ai pu penser que le déluge avait eu lieu vers 3300 avant Jésus-Christ. Et lorsque j'ai dit ça autour de moi, notamment un dendrochronologiste français, il m'a dit, ah, mais je lui ai pas dit que je cherchais la du déluge, mais je lui ai simplement dit que je pense qu'il y a quelque chose de fondamental qui s'est passé vers 3300. Il m'a dit, c'est intéressant ce dont ta recherche par rapport à ce qui s'est passé en Suisse. Et en cherchant ce qui s'est passé en Suisse, je me suis rendu compte qu'il y a eu un changement de civilisation à ce moment-là, qu'il y a eu un moment donné où il y a eu la civilisation Orgun qui s'est mise en place et qui a duré à peu près plus de 500 ans. Avant Orgun, eh ben, on avait deux autres civilisations qui s'appelaient Fin et Kortayo. Et après Orgun, on avait des civilisations de type de langue indo-européenne, de type de la civilisation de la céramique cordée. Et nous sommes descendants en tant qu'Européens de ces civilisations. En tout cas, ces transitions de civilisation, en étudiant de plus près, m'ont permis de pouvoir dater de manière archéologique le déluge, donc en 3293, et de pouvoir dater de manière archéologique non pas en Irak mais en Suisse, l'événement de Babel, puisque pendant 4 ans, vers 2760, rien n'a été construit en Suisse, et que tout ce qui est venu après était de la céramique cordée, donc indo-européen, et tout ce qui était avant était encore le résultat de la situation Orgun. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai pu dater ces deux événements, lorsque j'ai pu les comparer, il y avait 533 ans entre ces deux événements. Et en fait, ça correspond avec ce que le texte biblique dit entre l'événement du déluge et le moment de la tour de Babel. Donc tout ça, c'est dans l'article, c'est aussi dans mon livre, donc je vous invite à regarder.
Alors que j'ai fait une vidéo un peu plus longue en anglais, donc je vais un petit peu le résumer aussi et vous en parler en français parce que je pense que ça vaut le coup quand même d'en parler en français. Si vous voulez, donc si j'ai la date en fait de la tour de Babel, et si je descends je peux en fait dater les événements de la Bible par ce côté-là en fait. Souvent en fait on remonte le temps par rapport à aujourd'hui, par rapport à la construction du temple, puis on essaie de réfléchir quand a eu l'Exode, et puis il y a plusieurs écoles, plusieurs traditions, tout ça, et puis de l'Exode, on peut s'imaginer combien les Israélites sont restés dans le pays d'Égypte. On remonte toujours le temps, mais en fait là, finalement, si je sais quand a eu le Babel, eh ben, je peux descendre le temps. Donc ce qui est génial, c'est que en fait, on peut maintenant prendre le problème des deux côtés et, euh, et voir où on a pu faire des éventuelles erreurs. Alors il faut savoir que par rapport à la chronologie biblique, il y a vraiment plusieurs écoles, entre le moment où enfin, il y a certaines personnes qui pensent que, par exemple, le peuple d'Israël est resté 430 ans en Égypte, d'autres pensent 215 ans, certains pensent que... Enfin, voilà, il y a plusieurs écoles, surtout ces époques charnières, surtout, par exemple, aussi le moment des juges, combien il y a eu d'années entre l'Exode et la construction du premier temple, enfin voilà, c'est toutes des questions vraiment, voilà. Et là, pour la première fois, bah tiens, on peut prendre le problème des deux côtés, quoi, et voir l'histoire, en fait. Et voilà. En fait, en faisant cette vidéo-là en français, je me rends compte que c'est quand même plus facile de le faire en français, parce que je viens de la faire en anglais, et j'ai eu du mal à trouver mes mots, quand même. Voilà, mais je suis content de la faire en français aussi. Alors du coup, ce qu'on a, c'est que on a... alors oui, ce qui est intéressant, la première chose qui est intéressante, c'est que si je redescends le temps avec le texte de la Septante, selon les règles que j'ai appris, voilà, en fait, j'arrive que je vois que Jacob, qui est du coup le père de Joseph, arrive en Égypte en 1860 avant Jésus-Christ. Voilà. Et voilà, donc c'est intéressant, voilà. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un documentaire, en fait, et toute une école d'archéologistes, on va dire de croyants archéologistes, qui, en fait, ont essayé de déterminer quel roi, quel pharaon était le pharaon de la période de Joseph. Et ils ont pu identifier un pharaon qui leur semblait vraiment être, c'était une évidence pour eux. Et c'était alors pour quatre raisons. La première, c'est que euh, ce pharaon, c'est lors du règne de ce pharaon que il y a eu un commencement d'une ville qui s'appelle Avaris, qui était la capitale de Sémites qui s'étaient installés du coup dans le nord de l'Égypte, donc les débuts d'Avaris, donc le premier truc. Deuxième argument, c'était pendant son règne qu'il y a eu, ou celui de son fils, enfin voilà, mais qu'il y a eu la construction d'un canal. Alors, je vais me dire, et en fait, ce canal, il s'appelle le canal de Joseph. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ce canal, c'est un canal de déviation du Nil, parce que en fait, lorsqu'il y avait une famine en Égypte, c'est parce que le Nil débordait trop. Euh, donc le Nil prenant sa source au niveau de l'équateur, s'il y avait trop de pluie au sud de l'Égypte, eh ben, ça avait pour conséquence que le Nil débordait et empêchait en fait les semences et du coup ne permettait pas aux Égyptiens de pouvoir se nourrir, etc. Donc il y a eu à un moment donné une construction d'un canal qui permettait de dériver au maximum l'eau du Nil voilà. Et ce canal-là, encore aujourd'hui, s'appelle le canal de Joseph. Et il a été construit sous le règne de ce pharaon, Sonsret III ou Sisostri. Il a trois noms, deux noms plutôt, Sisostri III ou Sonsret III. Voilà. La troisième raison, c'est que il y a eu on a retrouvé des papyrus qui disaient que les Égyptiens avaient vendu leur, euh, leur être en fait comme esclaves au pharaon, enfin voilà, et donc sous ce règne-là, ça se corrèle bien en fait avec l'histoire de Joseph, où on voit que les Égyptiens en fait se sont vendus eux-mêmes en fait, voilà, ils ont vendu leurs biens, ils ont vendu leurs terres, et puis quand ils ont vendu leurs terres, eh ben, pour avoir d'autres semences, eh ben, ils ont vendu leurs services, enfin voilà. Donc voilà. Euh, la quatrième raison, c'était quoi encore? Excusez-moi.
Ouais, la quatrième raison, c'est que pendant le règne de ce pharaon, eh ben, il a pris énormément d'importance dans le pays, il a pris toutes les richesses du pays. C'était le pharaon super puissant en fait. Et alors qu'avant, en fait, bien sûr, il était pharaon, mais il y avait pas mal d'autres personnes qui étaient riches dans le pays, un peu partout. Et alors qu'à ce moment-là, ben, c'est devenu vraiment le maître de l'Égypte. Donc, on va dire les croyants archéologistes ont identifié le pharaon de Joseph comme étant ce gars-là. Mais le problème, c'est que les chronologies bibliques et les chronologies égyptiennes ne se corrélaient pas, et que finalement, les égyptologues, ben, en fait, datent ce pharaon très tard, en fait. Voilà. Et du coup, il y a toute des sociétés en fait, d'archéologues qui ont dit, ils étaient tellement convaincus que ce pharaon-là était le pharaon de Joseph, ils se disent non, mais c'est pas possible, la chronologie égyptienne est fausse, il faut la décaler de 200 ans. Voilà. Alors ça, c'est bien expliqué dans un documentaire qui s'appelle Pattern of Evidence, Exodus. Alors il y a très peu de choses en français, mais c'est super bien expliqué. Si jamais vous pouvez voir, si vous êtes anglophone, vous pouvez aller voir. Mais finalement, ces égyptologues veulent bouger la chronologie égyptienne de 200 ans. Voilà. Mais les autres égyptologues ne sont pas d'accord, parce que pourquoi on la date à ce moment-là? Parce qu'il y a des traces écrites, mais aussi des dates radiocarbone. Enfin voilà, c'est tout à fait, ils ont des arguments pour dire que non, voilà, la chronologie égyptienne est juste. Et en fait, moi, mes études me permettent, enfin me laissent penser que du coup, Jacob arrive du coup en 1860 avant Jésus-Christ, et finalement, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Quel est le pharaon à ce moment-là? Eh bien, alors c'est pas tout à fait sûr, hein, dans le sens que on n'a pas les dates exactes, hein, vraiment c'est des dates radiocarbone, du coup il y a plusieurs trucs, mais en fait ça ne gêne pas, en fait, j'ai pas besoin de décaler la chronologie égyptienne de 200 ans en fait, non, ça va être très très bien. Voilà. Mais alors donc ça c'est la première chose déjà qu'on peut voir et qui est intéressante en fait. Et en fait, si vous voulez, plus j'avance, en fait, plus je me rends compte que je fais des recherches et plus je me rends compte, bah tiens, en fait, tiens, je suis pas opposé aux dates radiocarbone, en tout cas de l'Égypte, et c'est assez intéressant, en fait. Je vois une des corrélations entre le texte biblique et du coup les dates que partage la science, hein. Il faut savoir aussi que ces dernières années, ben, vraiment les dates sont de plus en plus précises, même si c'est pas encore tout à fait ça, mais il y a vraiment pas mal de choses qui sont vraiment intéressantes. Et voilà. Alors du coup là c'est intéressant parce que on a la date de l'arrivée de Jacob, et puis on a la date aussi de la construction du premier temple. Alors il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça a été construit autour de 967 avant Jésus-Christ, donc le temple de Salomon. Voilà. Et là, ben, et moi, je suis assez d'accord avec cette date-là, parce que par ailleurs, j'ai pu un peu dater, vous avez peut-être vu sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une petite vidéo par rapport à la sécheresse du prophète Élie, et qui s'est passé après, hein, du coup, un siècle plus tard, mais voilà, ces dates-là ne me choquent pas, et voilà, pendant le règne d'Akab, hein, Élie. Mais voilà. Donc, je vous propose de regarder un petit peu ensemble ben, où est-ce qu'on peut mettre finalement l'épisode, et à quelle année on peut mettre Exode, et qu'est-ce qu'on doit comprendre en fait de ça. Et du coup, on a entre ces dates 1860 et 967. Alors, il faut peut-être que vous ne connaissez rien. Alors, je vais vous expliquer, vous expliquer. Dans la Bible, en fait, il y a dans un texte, il dit que finalement, le temps que les Israélites étaient en Égypte, c'était de 430 ans. Alors, il y a plusieurs versions de la Bible, donc il y a la Septante, il y a aussi le texte massorétique, et le texte dit, voilà, bah, l'Israélite était en Égypte 430 ans. Mais dans la Septante, eh ben, au lieu de dire en Égypte, ils disent en Égypte et à Canaan. Voilà. Donc du coup, ça fait dire à certaines personnes que, et aussi par rapport au nombre d'années que on a, Moïse, en fait Moïse il a des pères, il a un grand-père, et on sait ses années. On ne sait pas exactement quand ils ont eu des enfants, mais on sait leur âge. Et lorsqu'on compte tous ces âges, en fait, on se rend compte que c'est pas possible qu'ils soient restés qu'à 130 ans. Ils ont en Égypte, parce qu'on connaît l'aïeul de Moïse qui est arrivé en fait. On sait qu'il est arrivé en Égypte, voilà.
on sait le nom de son enfant, qui a eu un enfant, enfin on sait les chronologies du coup de Moïse, et on se rend compte que c'est pas possible qu'il est resté plus de 430 ans. Forcément, le maximum possible, ce serait 350 ans. Donc c'est forcément moins que 350 ans. Voilà. Alors il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont restés à 430 ans et ceux qui pensent qu'ils sont restés seulement 215 ans, parce que les 430 ans, en fait, ils auraient débuté à la promesse d'Abraham, lorsque Abraham a eu la promesse. Voilà. Donc c'est deux écoles. Alors moi, voilà, on peut jouer en fait avec les dates en fait, du coup. Et si on pense que du coup Israël est arrivé en 1860, enfin pas Israël, oui, enfin Jacob est arrivé en 1860 au pays d'Égypte. Et si on dit que bah, là ils sont restés 215 ans, ça nous fait que finalement, eh ben, ça veut dire que les Israélites sont sortis d'Égypte en 1645 avant Jésus-Christ. Ok. Et puis sinon, en fait, on peut aussi, si on suppose que du coup le peuple d'Israël est resté non pas 215 ans mais 430 ans, ben, ça veut dire que ok. Maintenant, il y a une autre période qui elle-même aussi est un peu datée, c'est l'écart entre la sortie d'Égypte, donc l'Exode, et la construction du premier temple. Et en fait, il y a un passage dans 1 Samuel 6 qui dit que entre ces deux événements, il y a 480 ans. Donc si jamais je prends la date de 967 et que j'additionne, que j'arrive à 430, j'additionne 480, j'arrive à un exode qui serait passé en 1447 avant Jésus-Christ. Okay. Jusque-là, vous me suivez? Voilà. Donc j'ai ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la première explication, première théorie, première chose, c'est que finalement, les Israélites sont bien restés 430 ans et que il y a bien eu 480 ans entre l'Exode et la construction du temple. Parce que du coup, parce que je vois, bah tiens, qu'il y a seulement 17 ans d'écart entre 1447 et 1430 avant Jésus-Christ. Et alors ces 17 ans, je ne sais pas où elles sont, je ne sais pas où serait l'erreur, est-ce que l'erreur serait dans la Bible en elle-même, enfin les scripts, ou est-ce qu'elle serait en 967, ce serait par exemple, soit 967, ce serait 950, je ne sais pas. Ok, mais c'est une possibilité. Sinon, voilà. Maintenant, moi j'ai une autre théorie que peut-être vous avez jamais entendue, voilà. En fait, moi j'ai toujours questionné, même par rapport à la Bible, par rapport aux chronologies, les 480 ans. C'est pas souvent questionné. Je n'ai pas vu beaucoup de personnes qui les questionnaient, mais quelques-uns quand même. Et finalement, parce que lorsque je regarde les juges, l'histoire des juges, en fait, et quand je compte si je lis le livre des juges, je compte le nombre d'années en fait qui est relaté dans ce livre, ben, je me rends compte que les Israélites sont restés 40 ans dans le désert, que le règne de Josué, si je peux dire, après la conquête de Jéricho, ben, était de 30 ans encore. Voilà. Après, il y a eu une succession en fait de juges, mais entre ces juges, eh ben, il y a eu différents peuples qui ont dominé sur Israël. Donc, il y a eu les Mésopotamiens, il y a eu les Moabites, il y a eu les Philistins, il y a eu enfin, à plusieurs moments, à plusieurs périodes. Et entre ces périodes-là, eh ben, l'histoire nous raconte que euh, il y a eu des juges en fait qui ont permis que les peuples d'Israël puissent vivre en paix. Alors il y a eu 40 ans de Déborah et un petit clin d'œil à ma femme. Il y a eu voilà, plusieurs juges. Voilà. Vous pouvez le lire, je vous invite à relire tout ça. Et voilà. Et en fait, quand on fait le compte de tous ces juges-là aussi, on se rend compte que Élie, donc le tuteur un petit peu du prophète Samuel, bah, il a été juge pendant 40 ans. On se rend compte que Samuel en lui-même, il a été juge pendant plus de 20 ans. On se rend compte qu'il y a aussi eu le règne de Saül qui a duré 40 ans. On se rend compte qu'il y a eu le règne de David aussi 40 ans. Enfin voilà, quand vous additionnez tout, au maximum vous avez 612 ans. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être eu des moments où c'était entrecroisé, mais après, il faut savoir exactement lesquels. Voilà. Donc, on est loin du 480 ans, en fait. Hein. Voilà. Donc, moi, je questionnais ça simplement aussi par rapport à la parole de Dieu. Mais aussi, par exemple, on a notre ami, comme il s'appelle, Paul dans Acte 13, en fait, où finalement il nous dit, il fait l'histoire d'Israël, et puis finalement il dit, ah non, mais tu sais, vous savez, il y a eu 450 ans des juges. Alors, je sais que les gens qui sont pas d'accord avec ça, ils disent que ça a été mal traduit, tout ça, etc. Mais
bon, jusque récemment, on a toujours pensé ça en fait, hein. C'est seulement à partir du XVIIIe siècle qu'il y a eu des traducteurs qui ont interprété ça autrement. Mais bon, moi, les 450 ans de juge, c'est quand même Paul qui l'a dit, c'est assez clair. Enfin, voilà, en tout cas, on peut supposer ça. S'il y a eu 450 ans de juge, et si on considère qu'il y a eu 40 ans dans le désert, 30 ans de Josué, qu'il y a eu quelques années de notre ami Saül, David et Salomon, en fait, on arrive à beaucoup plus que 480 ans. Donc, moi, personnellement, enfin, c'est aussi une autre raison pour laquelle je questionne les 480 ans. Une troisième raison de questionner ces 480 ans, c'est que Flavius Joseph, alors vous ne le connaissez peut-être pas, c'est un historien du 1er siècle qui était juif, qui raconte l'histoire des Israélites aux gagnants à Rome, en fait, hein, aux Romains, et puis bon, il raconte plein de détails et tout, et lui, en fait, dans l'histoire, il raconte que entre le moment où il y a eu l'Exode et le moment où il y a eu la construction du temple, il y a eu 592 ans. Alors, il le dit une fois, il dit 592 ans une fois, et deux fois à d'autres moments dans son ouvrage, il dit que c'était 612 ans. Alors, le pourquoi, du comment exactement, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, pour lui, c'était clair que c'était au-delà de 480 ans, c'était autour de 600 ans. Voilà. Après, il y a une autre raison un peu archéologique cette fois-ci, qui pourrait laisser entendre que ça s'est passé plus tard, enfin c'était au-delà de 480 ans, c'est que finalement les archéologues ont pu dater en fait Jéricho qui est un site, du coup ils ont pu identifier Jéricho, le Jéricho de la Bible, un Jéricho vraiment local en Israël, et ils ont pu voir que les murs étaient tombés comme ça a été décrit, etc. Mais les archéologues non chrétiens, enfin, ils sont là et disent non, mais en fait, lors de l'Exode qui est supposé être au XVe siècle, Jéricho, ça faisait bien longtemps qu'elle avait été détruite. Donc, parce que les dates radiocarbone de la destruction des murs de Jéricho ont été datées, et aussi les poteries ont été datées au XVIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, elles laisseraient entendre que Jéricho a été détruit plus tard que ce qu'on peut penser d'après lui. Donc, toutes ces raisons me font penser que je questionne ces 480 ans. Et je pense que ça a été plus au-delà. Voilà. Mais maintenant, j'arrive avec une nouvelle théorie, enfin une nouvelle donnée, on va dire. Il y a d'autres croyants, en fait, enfin croyants dans le sens qu'ils croient du texte biblique, qui, en fait, ont vu une corrélation entre l'histoire égyptienne et l'histoire de la Bible. Parce que dans l'histoire égyptienne, on raconte qu'il y a eu un peuple qui du coup était des Sémites, qui étaient des Asiatiques, qui s'étaient installés au nord de l'Égypte, qui même avait un certain pouvoir à un certain moment, mais ce peuple-là a été expulsé en fait d'Égypte. Et il parle de 200 000 personnes en fait. Hein. Voilà. Et voilà, donc ça c'est un fait historique en fait. C'est quelque chose dont Manetho c'est un historien du 3e siècle avant Jésus-Christ qui a été repris par l'historien du 1er siècle après Jésus-Christ, Flavius Joseph. Et voilà, et Flavius Joseph, lui, historien du 1er siècle, dit que ces Ixos, donc c'est le nom du peuple, que les Égyptiens ont nommé Ixos, en fait sont les Israélites. Donc l'Égyptien le juif historien du 1er siècle identifie les Ixos, le peuple Ixos, comme les Israélites. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, il y a des gens qui sont d'accord, et des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui font le lien, d'autres non. Et en même temps, si vous voulez, il y a... et en fait, du coup, ce peuple-là, il aurait été expulsé par un pharaon qui s'appelle Ahmosé Ier. Et en même temps, on a eu l'éruption du volcan Santorin, qui c'est un volcan, donc c'est le volcan Terra, mais maintenant c'est l'archipel de Santorin qui se trouve en Grèce. Et c'est une éruption qui est très importante et qui a eu un impact immense dans toute la Méditerranée. Et on a retrouvé des pierres en fait qui viennent de ces éruptions du coup à Avaris en fait en Égypte, hein, voilà. Et en fait il y a des archéologues chrétiens enfin qui font le lien entre cette éruption et les plaies d'Égypte. À un moment donné il y a eu même
complètement les ténèbres, on voyait plus rien en fait. Voilà. Et puis il y a eu aussi une pluie de grêle avec du feu. Enfin voilà, c'était une tempête immense, incroyable. Et donc du coup, on identifie en fait les 10 plaies d'Égypte avec la, comment on appelle ça, l'éruption de ce volcan. Donc il y a cette possibilité-là. Hein, voilà. Et alors en fait, ce qui se passe, c'est que cette éruption, dernièrement, elle a été datée par une dendrochronologiste. Alors c'est pas exactement pas, enfin c'est avec l'aide de la dendrochronologie, mais c'est pas une date dendrochronologique, mais en mettant en parallèle plusieurs études, notamment aussi en étudiant la glace dans les différents à l'hémisphère nord, enfin au pôle nord et au pôle sud et tout. On sait qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu un volcan qui a explosé en 1560, et en même temps en corrélant ça avec des cernes, des arbres, enfin une dendrochronologie du genévrier de Turquie, ils ont pu identifier un marqueur de calcium, et du coup elle arrive avec cette idée-là que finalement l'éruption s'est passée en 1560. Et il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec ça, enfin sont d'accord avec ces arguments en fait. Et elle s'appelle Charlotte Pearson, et vous pouvez voir une présentation, alors c'est fait en anglais. Ceux qui comprennent l'anglais, qui veulent vraiment s'intéresser à la dendrochronologie, je vous intéresse vraiment à les regarder. C'est super compliqué, mais c'est super intéressant. Ça peut vraiment vous donner aussi une idée de comment le monde de la recherche fonctionne et tout. Et je la trouve super humble, mais elle a convaincu pas mal de personnes. Et donc du coup, 1560, l'éruption de ça. Donc maintenant, la question c'est, ok, si c'est 1560, qu'est-ce que cela implique dans la chronologie biblique? Est-ce qu'on peut voir des choses intéressantes? Alors en 1560, si je mets l'Exode en 1560, eh ben, je vois que déjà entre 1560 et 967 avant Jésus-Christ, ben, je trouve finalement qu'il y a 592 ans. Du coup, c'est intéressant. Non, 593 ans, désolé. Du coup, je trouve que c'est assez proche de 592 ans. C'est intéressant. Alors, oui, ce qui est intéressant, c'est que mathématiquement, lorsque on retire toutes les années où le peuple d'Israël était soumis à d'autres peuples, la Mésopotamie, les Moabites, les Philistins, comme ce qui est raconté dans les Juges, et bien finalement, on arrive à 480 ans. Intéressant, non? Et en fait, bon, ça vient pas de moi, hein, j'ai lu ça ailleurs, mais disait que finalement les rois, bah, ils aimaient pas trop en fait compter les années de moment où ils étaient soumis à leurs adversaires, et ils avaient tendance à les retirer. Alors est-ce que ça a été retiré tout de suite à Samuel, enfin c'est Samuel qui s'est retiré ou pas, ou est-ce que ça a été fait plus tard lorsqu'ils ont réécrit tout ça? Je sais pas, mais en tout cas, Flavius Joseph pourrait avoir eu vent de tout ça, et finalement a daté à 592 ans, ce qui pourrait être la réalité. Voilà. C'est intéressant, non? Alors maintenant, la question c'est, ok, si on est à 1560, enfin, combien de temps les Israélites sont finalement restés en Égypte? Et là, moi j'arrive à 300 ans. Bizarre, hein? Donc entre 1860 et 1560, il y a 300 ans. Donc il y a très peu de personnes en fait qui ont écrit là-dessus et qui ont supposé ça. Alors pourquoi on dit 430 ans? Qu'est-ce que ça veut dire et tout, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous lisez en fait Exode, je sais plus, je vais vous montrer là. Euh, En fait, vous vous rendez compte que on parle bien du peuple d'Israël, donc c'est ses enfants, qui s'étaient du coup en Canaan, enfin en Égypte et en Canaan, et que c'était voilà. Et en fait, si du coup je remonte à 430 ans, eh ben, j'arrive à 1990 avant Jésus-Christ, et dans la chronologie biblique, à quoi correspond 1990? Ben, ça correspond aux 5 ans de notre ami Jacob. Et on sait que quand même entre Ésaü et Jacob, c'était pas, on va dire, les relations étaient un peu difficiles, on va dire. Il y avait une rivalité, sûrement dès le premier âge, de qui allait être le fils de la promesse quand même. Enfin voilà, ils sont nés là-dedans. Et il y a même un moment donné, en fait, où vu ce qu'avait fait Jacob, Ésaü, il se dit, mais non, mais dès que mon père il est mort, je le bute, quoi. C'est fini, quoi. Et du coup, c'est pour ça que Jacob a dû fuir, en fait, et est parti, en fait, voilà, on connaît l'histoire,
et dans le pays de là-bas. Donc, du coup, les 430 ans, c'est peut-être ces moments-là en fait. Et lorsqu'on parle du peuple d'Israël, qui était dans cette situation-là, on ne parle pas d'Ésaü en fait. On ne parle pas non pas d'Ésaü, d'Isaac. D'accord. Donc c'est vraiment Jacob qui a pris la promesse du coup qui a été faite à Abraham et pas son frère en fait. Que j'avais à vous partager par rapport à la chronologie biblique. Alors est-ce que j'en suis sûr? Non, j'en suis pas sûr. Mais je trouve que c'est... Donc du coup, il y a deux théories pour moi, d'après les données que j'ai. D'après les données de l'ancienne, de la date de Babel et de la date voilà, de Jacob, ou alors l'Exode il s'est passé en 1560, ou alors il s'est passé autour de 1550, 1450 avant Jésus-Christ. Moi, c'est sûr que je penserais plus sur le 1560. Ça reste une proposition. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, bye bye.